Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme et cette fois-ci, l'ancien président français ira bien en prison. Comment est-ce possible? De quoi a-t-il été réellement accusé et condamné? Pourquoi un témoin clé de l'affaire est mort 2 jours avant le délibéré du procès? Et est-ce que Sarkozy peut encore éviter la prison? 15 ans d'enquête, de valises de billets venant de Libye, des transactions secrètes et un mystérieux téléphone fantôme, c'est l'une des plus grandes affaires politiques de la 5ème République et je vous explique tout ça. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et on décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. Mais avant de commencer la vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Oli. Ça y est les gars, je rentre dans le vrai YouTube game. Cette marque dont j'ai tant entendu parler par tous les youtubeurs. Oli, c'est des petits sachets en poudre comme ça pour avoir une super bonne boisson. Et dans toutes les boissons Oli, il y a moins de 20 calories, il n'y a pas de sucre, elles sont véganes et c'est des arômes 100% naturels. C'est vraiment une alternative plus saine au soda. Alors il y a plein de parfums différents et surtout vous avez différents types de boissons. Il y a les boissons énergisantes, il y a les Oli Iced Tea, donc c'est pour faire du thé glacé avec du vrai thé dedans. Et j'ai également testé les Oli Hydratation. Ça m'a grave fait penser au Mexique d'ailleurs parce qu'il y a des électrolytes. Un autre truc que j'aime trop, c'est que tout ça, ça fait 14 boissons, c'est en carton. Ça pollue beaucoup moins qu'un soda qui va être dans une bouteille en plastique ou dans une canette. Et aujourd'hui, je vais prendre le White Peach. Ce qui est bien aussi, c'est que ça revient à beaucoup moins cher qu'à des sodas normaux. Donc en fait, c'est plus celle-ci, il n'y a pas de sucre ajouté, ça pollue moins, c'est moins cher. Les arômes, ils sont d'origine naturelle. Oh, j'ai trop peur d'en mettre partout sur mon ordi. Et pour tous ceux qui aiment trop boire des sodas, essayez Oli, vous allez pas être déçus, ça a vraiment un super bon goût. Je sais que moi, mon copain qui adore les sodas et les jus, depuis que j'ai reçu les paquets Oli, il ne boit que ça. Et j'ai 2 promotions différentes pour vous. Avec le code AnaïsLénard5, vous avez 5 € de réduction des 14,99 € d'achat. Et ça, c'est que sur votre première commande si vous avez jamais commandé Oli. Et sinon, si vous avez déjà passé commande chez Oli, avec le code AnaïsLénard, vous avez 10% de réduction sur toute commande. En passant par le lien qui sera également en biographie, vous avez la promotion qui s'applique directement. Et maintenant, c'est parti pour le procès. L'enquête qui a mené Nicolas Sarkozy à la prison a duré plus de 13 ans sur des faits commençant en 2004. Il y a énormément de personnes impliquées, beaucoup d'affaires se sont ouvertes durant les enquêtes. Donc pour que vous compreniez mieux, je vais vous présenter les personnages. Nicolas Sarkozy. Il est poursuivi pour le financement illégal de sa campagne à la présidentielle de 2007. Kadhafi, le dictateur de Libye de l'époque, lui aurait donné 50 millions d'euros en valise. À ne pas confondre avec le financement illégal de 2012 via les fausses factures de Big Mal pour lequel il a déjà pris 1 an ferme, ni avec l'affaire des écoutes pour lequel il a aussi pris 1 an ferme. Si vous mélangez les pinceaux, c'est normal, Sarkozy a passé plus de temps au tribunal qu'à l'Elysée. Ziad Takieddine, c'est l'intermédiaire libanais, celui qui dit avoir remis les valises de 50 millions d'euros à Sarkozy. Après avoir dit ça, il s'est rétracté. Puis il est revenu sur ses propos. Puis il s'est rétracté. Ziad Takieddine change plus de version que de cravate. Michel Marchand, ou Mimi Marchand pour les intimes, reine de la presse People, Paris Match, Closer, etc. et grande copine de Sarkozy. Elle a organisé un voyage au Liban pour filmer Takieddine se rétracter et elle l'aurait payé pour qu'il dise ça. Et bien sûr, elle jure qu'elle n'a rien fait. C'est un peu comme Zorro en fait, sauf que elle sauve ses amis avec des caméras. Et enfin, Carla Bruni, chanteuse, mannequin, épouse de Sarkozy, mais également agent de voyage. Elle aurait facilité le voyage de Mimi Marchand en Libye avec un téléphone fantôme acheté à son nom. Mais elle n'assure n'avoir jamais utilisé ce téléphone. Bref, à ce stade, c'est peut-être le téléphone qui parle tout seul. Maintenant que vous connaissez les personnages, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé. Le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle et est donc élu président de la République. Des rumeurs assez floues circulent déjà sur des contacts entre son entourage et le régime de Kadhafi, dictateur de la Libye. Quelque temps après son élection en tant que président des États-Unis, Sarkozy reçoit Kadhafi à l'Elysée officiellement en décembre 2007. C'est très critiqué, vous vous doutez bien, parce que Kadhafi c'est un dictateur. Durant cette période, la France vend des armes et elle signe des contrats économiques avec la Libye. On se rend compte que Sarkozy et Kadhafi, ils sont très copains. Et pourtant, durant la guerre en Libye, Sarkozy envoie la France militairement contre Kadhafi. À ce moment-là, pas mal de personnes haut placées dans le gouvernement Kadhafi accusent Sarkozy d'avoir reçu de l'argent de Kadhafi dans sa campagne de 2007. C'est le 12 mars 2012 qu'a lieu la première grosse révélation. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, il y a les élections présidentielles qui arrivent et donc Sarkozy, qui est président à l'époque, il se représente en tant que président. La première révélation tombe. Mediapart publie une note qui a été rédigée par un spécialiste du terrorisme et cette note, elle rapporte une conversation qui a eu lieu en 2006 entre lui et un proche de Ziad Takieddine. Ziad Takieddine, c'est un franco-libanais qui est très lié au régime de Kadhafi. Ce proche, qui était médecin, expliquait avoir accompagné Takieddine
en Libye pour soigner la famille de Kadhafi. Selon le proche, il aurait découvert qu'un accord aurait été conclu dès octobre 2005 entre le gouvernement de Kadhafi et Sarkozy pour financer sa campagne de 2007. Et ce financement, il serait à hauteur de 50 millions d'euros. Cet accord aurait été fait avec la participation de certains ministres de Sarkozy, notamment Brice Hortefeux. Même si ces accusations, elles sont très graves, il n'y a pas d'enquête qui est ouverte à ce moment-là parce qu'on ne peut pas se baser juste sur une note de Mediapart. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est un problème que Kadhafi, il ait donné de l'argent à Sarkozy pour que Sarkozy soit élu président? C'est un problème pour plusieurs raisons. Déjà, dans la loi française, toute personne qui se présente en tant que président de la République n'a pas le droit de recevoir de l'argent de quelqu'un qui est étranger ou d'un pays étranger. Ça, c'est pour protéger l'indépendance du pays. Parce que si Sarkozy, il est vraiment reçu de l'argent de Kadhafi, il va avantager la Libye et Kadhafi sans être vraiment neutre et indépendant quand il sera élu président. Et en plus, quand un candidat à la présidentielle reçoit de l'argent, il est obligé de le déclarer. Il y a des comptes qui sont faits par une commission qui vérifie le montant, la provenance, etc. Si on cache de l'argent, c'est aussi un délit parce qu'en fait, ça peut être un moyen de blanchir de l'argent, de détourner de l'argent. Et en plus de ça, le montant que les candidats dépensent pour faire leur campagne présidentielle, ils sont limités. Contrairement aux États-Unis où c'est illimité, en France, c'est pour permettre à même des personnes qui ont moins de moyens de pouvoir se présenter sans que les autres y fassent une campagne énorme et qu'ils les écrasent totalement. Nicolas Sarkozy, il répond, ce sont des boules puantes. Il avait dit pareil quand il y a eu les affaires de François Fillon qui avait ses assistants fictifs, etc. La droite y crie à la manipulation politique parce que, on le rappelle, Mediapart c'est plutôt un média de gauche et il balance une énorme bombe sur Sarkozy juste avant le premier tour des présidentielles. Effectivement, ça fait réfléchir sur le timing de la publication. Et Ziad Takieddine, qu'est-ce qu'il dit dans l'histoire? Il dit, je cite, Mediapart est le site le plus menteur qui puisse exister dans toutes les civilisations. Jamais, au grand jamais, je peux dire qu'il y ait quelque chose dans ce style qui se soit passé, même pour le moindre centime. Il nie totalement et en plus, il déteste Mediapart. Quelques semaines après la publication de Mediapart, le 22 avril 2012, a lieu le premier tour des présidentielles. Le résultat tombe, c'est François Hollande contre Nicolas Sarkozy qui seront au second tour des présidentielles. Dans l'entre-deux tours, Mediapart publie une deuxième note datée du 10 septembre 2006. Et accrochez-vous parce que là c'est important, c'est un accord disant que Kadhafi aurait débloqué 50 millions d'euros pour soutenir la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 et que ces 50 millions d'euros ont été versés à Sarkozy par transaction secrète. L'accord, il aurait été conclu entre le chef des services secrets libyens, le président du fonds d'investissement qui appartient à la Libye, Béchir Saleh, Brice Hortefeux, le ministre qui avait été mentionné dans la première note, et Ziad Takieddine. Comment réagissent les principaux concernés, les 4 personnes là? Alors tout le monde nie, bien sûr, alors vous allez voir, tout le monde nie beaucoup dans cette histoire. Il y a plein de choses bizarres, mais personne n'est concerné et personne ne sait ce qui s'est passé. Tout le monde nie sauf une personne, Ziad Takieddine, celui qui avait nié en disant jamais au grand jamais quelques mois auparavant. Cette fois-ci, il reconnaît les signatures sur le document, dit qu'il n'avait pas assisté à la réunion, mais qu'elle a bien pu avoir lieu, et il dit qu'il est content de la publication de cette note indiquant la révélation d'une grande affaire. Donc ce monsieur, il y a 2 mois, il nie en disant c'est n'importe quoi. 2 mois après, il y a une deuxième preuve qui tombe, encore plus forte. Il dit, bon, c'est peut-être vrai en fait. Mais après, il continue de critiquer Mediapart qu'il déteste. Et Nicolas Sarkozy, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il dit? Sarkozy, il porte plainte contre Mediapart. Il porte plainte pour faux et usage de faux. Quand on dit faux, ça veut dire qu'on modifie un document dans l'objectif de tromper les gens en modifiant le document. Et usage de faux, c'est l'utilisation de ce document en le présentant à quelqu'un d'autre. Donc par exemple en le publiant comme Mediapart l'aurait fait. Quelques jours après la publication de l'article de Mediapart, Béchir Saleh, qui était tranquillement en France alors que, au passage, il était visé par un mandat d'arrêt international par Interpol depuis la chute du régime de Kadhafi, puisque Béchir Saleh c'était quelqu'un qui était dans le gouvernement Kadhafi. Et donc normalement la France devait l'arrêter pour le reverser à la Libye. Mais elle n'a pas fait ça. À la place, elle a laissé Béchir Saleh s'enfuir tranquillement de la France en jet privé pour aller se cacher en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui se passe suite à ça? Takieddine n'en reste pas là. Alors qu'il était auditionné par des juges dans le cadre d'une autre affaire qui n'a rien à voir, c'est l'affaire Karachi. Oula, Kadhafi, waouh. Et qu'est-ce qu'il fait, Ziad Takieddine, pendant cette interview? Il commence à parler de Sarkozy en 2007, alors que ça n'a rien à voir. Et donc il explique à nouveau le financement libyen de la campagne de Sarkozy en 2007. Les juges qui étaient en charge de l'enquête Karachi, ils transmettent donc ses aveux au procureur de Paris, et en disant nous ça ne regarde pas, mais tenez, peut-être que c'est intéressant pour vous. Je vous rappelle, le procureur c'est celui qui représente l'État et c'est lui qui
qui va poursuivre quelqu'un pénalement si la personne elle a commis des crimes ou des délits, etc. Et c'est pas fini. Quelques semaines après, le 5 janvier 2013, Takieddine est invité dans l'émission On n'est pas couché. Il accuse à nouveau Sarkozy d'avoir été financé par Kadhafi en 2007. Il dit avoir des preuves dans un coffre-fort à l'étranger. Suite à tout ça, le parquet de Paris, donc les procureurs de Paris, ils ouvrent une enquête préliminaire. Quand va y avoir un procès pénal contre quelqu'un, c'est le procureur qui décide d'ouvrir une enquête et à la fin de cette enquête, s'il trouve qu'il y a suffisamment d'éléments, etc., il va poursuivre la personne et donc ouvrir un procès. Et je vous rappelle que les procureurs, c'est ceux qui vont diriger l'enquête. Ils vont donc diriger la police, faire des investigations, ils vont aller interviewer des gens, ils vont essayer de récolter plein de preuves pour savoir s'il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir accuser officiellement quelqu'un. Et donc là, avec tout ce que dit Takieddine, ils ouvrent une enquête préliminaire pour savoir si oui ou non Nicolas Sarkozy a bien financé sa campagne illégalement. Mais les procureurs ne s'arrêtent pas là. Le 19 avril 2013, c'est plus une enquête préliminaire, mais c'est une information judiciaire, instruction judiciaire qui est ouverte. Qu'est-ce que c'est qu'une information ou instruction judiciaire? Les deux, c'est la même chose. En fait, c'est quand l'enquête, elle est plus grave, plus compliquée, plus complexe, etc. Il va transférer cette enquête à un juge d'instruction. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais le juge d'instruction, c'est quelqu'un qui est complètement indépendant. C'est pas un juge comme on l'entend au tribunal qui juge oui ou non vous êtes coupable. En fait, c'est quelqu'un qui sert juste à mener une enquête très approfondie en cas de situation compliquée, grave, etc. Cette instruction judiciaire va durer 12 ans parce que c'est cette instruction en 2013 qui a été ouverte qui a amené à ce procès qui a eu lieu en 2025 contre Sarkozy. C'était donc une enquête extrêmement longue parce qu'en fait c'est un dossier très compliqué, vous allez voir. Dans le cadre de cette enquête, ils ont fait beaucoup de perquisitions, ils ont mis en examen énormément de personnes, ils ont fait des auditions et il y a également eu des écoutes téléphoniques. Et en le mettant sur écoute, ils se sont rendus compte qu'en fait Sarkozy, il était en train de commettre un autre délit qui n'avait rien à voir avec l'objectif principal, donc le financement de 2007. Sarkozy qui se faisait appeler Paul Bismuth, il est en train de parler avec son avocat pour essayer de corrompre un juge qui était haut placé dans l'affaire Bettencourt. Enfin bref, rien à voir, ça a ouvert un autre procès en parallèle et Sarkozy il a été condamné à de la prison ferme. Tout ça pour vous dire qu'au final cette longue enquête de 12 ans, elle a permis à ce que les juges découvrent plein de choses et plein d'autres affaires parallèles. Et pendant que cette enquête est en cours, le 15 novembre 2016, Mediapart publie une vidéo choc. Je tiens juste à préciser que le 15 novembre 2016, c'était le moment de la primaire de la droite pour l'élection présidentielle de 2017. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs candidats au sein du parti, ils votent pour quel candidat ils veulent qu'il les représente. Encore un moment stratégiquement choisi, je pense. Dans cet entretien qui est filmé, Ziad Takieddine, il raconte avoir remis 3 valises d'argent à Sarkozy lui-même et à son directeur de cabinet, Claude Guéant. Il dit qu'il aurait remis 5 millions en tout dans ses valises. À la suite de cet article, Claude Guéant, il porte plainte contre Takieddine, je vais bugger sur ce nom toute la vidéo, c'est un enfer. Takieddine. Claude Guéant, il porte plainte contre Takieddine pour diffamation et il gagnera ce procès en 2020. L'enquête continue. En 2018, Sarkozy, il est mis en examen pour la première fois pour corruption, financement illégal de la campagne et recel de détournement de fonds publics libyens. La corruption, c'est qu'en fait, quand notre travail, c'est dans la fonction publique, donc par exemple président, on accepte de l'argent en échange de faire quelque chose pour la personne. Donc là, Sarkozy, il aurait accepté de l'argent de Kadhafi, sûrement pour le rencontrer, le financer, faire des contrats économiques avec lui, etc. Tout ce qu'il a fait en fait pendant qu'il était président. Et également pour recel de détournement de fonds publics libyens parce qu'en fait, Kadhafi, il aurait chippé 50 millions dans les poches de l'État libyen. Quand t'es mis en examen, ça veut dire que le juge d'instruction, il a quand même suffisamment d'éléments contre toi pour pouvoir considérer que t'as commis une infraction, donc quelque chose d'illégal. Sarkozy, il est donc placé en garde à vue à Nanterre. Il continue de nier tout catégoriquement. En 2020, les juges d'instruction, ils se disent tiens, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui sont impliquées dans ce truc. Donc ça va plus être juste Sarkozy, mais là, ça va être une association de malfaiteurs. Je vous en avais parlé dans les vidéos de P. Diddy. Association de malfaiteurs, c'est quand plusieurs personnes se réunissent en vue de commettre un crime, une infraction, un délit, etc. Et donc là, en fait, il se dit tiens, Sarkozy, il a pas agi seul. Il y avait Claude Guéant, il y avait Brice Hortefeux, il y avait plein de gens en fait qui sont mêlés à cette histoire. Ils se seraient tous mis d'accord pour commettre un crime, financer illégalement la campagne de Sarkozy. Plein de personnes sont mises en examen à partir de là, notamment Claude Guéant, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy à nouveau, etc. Au même moment, en novembre 2020, Mimi Mati... J'ai fait une énorme bourde, c'est pas du tout... C'est pas du tout Mimi Mati, c'est Mimi Marchand. Mimi Marchand, est-ce que vous vous rappelez d'elle? La chef de Voici, Paris Match, etc. La grande copse de Sarkozy. Elle organise un voyage à Beyrouth
au Liban avec toute une équipe de journalistes de BFM TV et de Paris Match dans le cadre de ce qui sera surnommé Opération Sauver Sarko. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Le but c'est de sauver Sarkozy tout simplement. Ils sont allés interviewer Ziad Takieddine qui à ce moment-là venait d'être emprisonné au Liban pour l'affaire Karachi dont on a parlé tout à l'heure. Il avait fui au Liban et Interpol, ils ont émis un mandat d'arrêt international contre lui. Le Liban a arrêté Takieddine et donc l'a mis en prison pour la France. Et donc, Mimi Marchand, elle est allée interviewer Takieddine et durant l'entretien, Takieddine est revenu sur tous ses propos, donc toutes les fois où il a allégué qu'il avait donné de l'argent à Sarkozy, etc. Il est revenu dessus. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle. L'interview, il est diffusé le jour même sur BFM TV et le 11 novembre 2020 sur Paris Match. Et d'ailleurs, comme par hasard, le jour de la publication de l'entretien, Takieddine sort de prison libanaise suite à une demande qui avait été faite par un cabinet d'avocats parisien. Et ce cabinet d'avocats parisien, c'est des personnes très proches de Sarkozy. Comme par hasard. Le cabinet parisien, il dit que c'est une totale coïncidence. Mais bon, je pose ça là. Les gens ils croient pas trop à cette interview de Takieddine, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il dit oui, non, oui, non, oui, non. Il change tellement d'avis et tellement de versions qu'on sait même plus trop si on peut vraiment le croire ou pas. Et donc, Mimi Marchand, en décembre 2020, elle aurait fait signer un aveu de Takieddine devant le notaire certifié pour encore plus renforcer cette version que Takieddine n'aurait jamais reçu d'argent. Mimi Marchand et toute sa petite team, elle aurait fait ça pour sauver Sarkozy, pour le blanchir de toute cette histoire. Au même moment, le parquet national financier, en fait, certains types de procureurs, ils se disent tiens, cette histoire elle est quand même louche, le fait qu'il revire comme ça de version, on va ouvrir une enquête préliminaire pour voir s'il n'y aurait pas eu une subornation de témoin. C'est lorsqu'on paye un témoin pour qu'il revienne sur sa version et qu'il mente. Donc là en fait, il y a deux enquêtes parallèles, l'enquête principale de 2007 et l'enquête de 2020 qui a été ouverte pour subornation de témoins. Dans le cadre de cette enquête, le PNF, il va au Liban voir Takieddine, il l'interroge et à ce moment-là, Takieddine, il revient sur sa version en disant que Paris Match, ils ont modifié ses propos et en réaffirmant qu'il y a bien eu un transfert d'argent envers les proches de Sarkozy au moment de sa campagne présidentielle. À la fin de cette enquête préliminaire du PNF, les enquêteurs estiment qu'il y aurait eu des transactions à hauteur de 608 000 € pour blanchir Sarkozy, donc des virements faits à Takieddine, mais également toutes les personnes qui se sont rendues au Liban, etc. Enfin bref, à la fin de cette enquête pour subornation de témoins, il y a une instruction judiciaire également qui est ouverte, vous savez, avec le juge d'instruction, parce qu'on se rend compte que ça sent le roussi, il y a quand même pas mal d'éléments qui existent, etc. C'est une affaire assez compliquée. L'objectif de l'instruction judiciaire de la subornation de témoins, c'est de trouver concrètement les preuves qu'il y a bien eu des échanges d'argent pour que Takieddine fasse cette interview avec Mimi Marchand. Donc pour ça, il y a eu énormément de personnes qui ont été mises en examen. Mimi Marchand, Noël Dubus qui était allé au Liban avec Mimi Marchand. Le 6 octobre 2023, Nicolas Sarkozy est également mis en examen. Alors attention, on est bien d'accord, ce procès il est complètement différent du procès de financement de la campagne de Sarkozy en 2007. Pour justement essayer de blanchir Sarkozy de l'affaire de 2007, ça a créé au final une deuxième affaire, subornation de témoins. En parallèle, il y avait toujours l'instruction en cours pour le financement de la campagne présidentielle de 2007 de Sarkozy. En octobre 2023, l'instruction est finie, les juges d'instruction concluent. Ils demandent à ce que Nicolas Sarkozy et 12 autres personnes aillent devant le tribunal pour être jugés. Les juges, en se basant sur tous les éléments qu'ils ont récupérés pendant plus de 10 ans, ils concluent que effectivement là, faut aller au tribunal parce qu'on a du lourd. Le 11 avril 2023, il y a un complément d'enquête qui sort concernant la subornation de témoins. Et il y a beaucoup de révélations qui sont faites dans ce complément d'enquête. Une note confidentielle de la DGSI, donc vous savez c'est les services secrets français, qui date de décembre 2020, sur laquelle on peut lire « Mimi Marchand œuvre pour le compte de Nicolas Sarkozy ». Sachant que Mimi Marchand, je rappelle, elle détient pas mal de magazines, Paris Match, etc. Donc ça veut dire qu'elle oriente ces magazines-là pour le compte de Nicolas Sarkozy. Noël Dubus, il explique qu'un riche entrepreneur aurait versé 72 000 € à Mimi Marchand pour une opération de communication. Sauf que ce contrat n'a jamais existé. Et donc en fait, selon Dubus, ce contrat, il servait en réalité à payer Takieddine. Donc Takieddine, quand il a fait son interview au Liban, il aurait touché 72 000 € pour justement revenir sur ses propos. Et dans cette affaire de subornation de témoins, Carla Bruni est impliquée.
Le 9 juillet 2024, Carla Bruni, elle est mise en examen dans le cadre de l'instruction judiciaire pour la subornation de témoins. Elle est soupçonnée d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans l'opération Sauver Sarko. En gros, elle aurait été l'intermédiaire de Nicolas Sarkozy et de Mimi Marchand. Alors déjà, dans le cadre de ce voyage, Carla Bruni, elle aurait demandé à son officier de sécurité d'organiser des tests PCR pour toute la team de Mimi Marchand. Je vous rappelle que c'était la période du Covid. Ensuite, il y a toute une histoire par rapport au téléphone 4397. Et ce téléphone aurait été le moyen de communication durant toute cette opération entre Mimi Marchand et Nicolas Sarkozy. Alors déjà, il apparaît au numéro associé au compte Apple de Carla Bruni Sarkozy. Ensuite, dans les contacts de Mimi Marchand et de la conseillère de Nicolas Sarkozy, ce numéro de téléphone, il est associé à la photo de Carla Bruni. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom de contact, mais on y voit juste la photo de Carla Bruni. La ligne de ce numéro de téléphone aurait été ouverte en décembre 2019 au nom de l'informaticien de Carla Bruni, et il l'aurait ouvert quelques jours après qu'elle lui aurait écrit qu'elle devait acheter un nouveau téléphone avec une nouvelle ligne complètement déconnectée du reste. Et à partir de l'automne 2020, le numéro est devenu très actif. Comme par hasard, c'est le moment où il y a eu le voyage au Liban pour aller interviewer Takedine. Et d'ailleurs, mi-octobre 2020, ce numéro aurait reçu un SMS. Madame, c'est une affaire réglée pour mardi matin, 48 heures avant leur départ, donc pour le test PCR. Ensuite, ce numéro aurait envoyé un SMS à Mimi Marchand juste après qu'elle soit arrivée au Liban. Tout va bien, ma Mimi. Le 1er novembre 2020, juste après que Takedine, vous savez, ait été arrêté au Liban et mis en prison, Mimi Marchand a écrit à ce numéro: le menteur a été arrêté mercredi soir pour conspiration, corruption et tentative d'assassinat sur son avocat. Il est en prison là-bas, alors sachant que Takedine n'a pas du tout été emprisonné pour ça, mais on pense que ça fait référence à Takedine. Voilà certains des éléments que les enquêteurs ont pour se dire que ce numéro appartient à Carla Bruni. Et Carla Bruni, quand elle est mise en examen, elle dit qu'elle ne connaît pas le numéro. Voilà, elle nie totalement. Puis après, elle dit que son informaticien l'a peut-être ouvert pour créer des comptes iTunes pour la famille Sarkozy. Et 6 mois plus tard, donc en novembre 2024, elle est à nouveau interrogée par les juges et cette fois-ci, elle admet avoir utilisé ce téléphone en disant que c'était pas une ligne fantôme, que c'était juste pour les enfants au cas où. Elle n'utilisait que très ponctuellement quand son téléphone était cassé ou autre. Que les concordances des messages avec les aimants, ce serait une totale coïncidence. Voilà. C'est totalement le hasard qu'elle ait demandé à Mimi Marchand si elle allait bien quand elle a atterri au Liban. Elle savait pas qu'elle était au Liban. Et elle dit également que les liens qui ont été faits entre les événements et les SMS, ça serait lié à une manipulation de Mimi Marchand. En fait, là-dedans, ils sont tous de base soudés et ils se retournent tous les uns contre les autres quand même. Et d'ailleurs, Mimi Marchand, suite à ça, par la voix de son avocat, elle dit qu'elle est très étonnée des propos de Carla Bruni et qu'elle rejette toute responsabilité ou manipulation là-dedans, ces liens qui ont été faits. Aujourd'hui, concernant l'instruction sur la subornation de témoins, l'enquête, elle a été clôturée en février 2025, mais il n'y a pas encore eu la décision qui est tombée si ça va être renvoyé devant le tribunal et donc s'il va y avoir un procès pour ça. Sachant qu'il y a quand même un truc un peu étrange dans cette histoire, c'est que s'ils ont vraiment voulu blanchir Sarkozy en faisant ça, ça paraît quand même un peu énorme. C'est-à-dire que ça s'est passé en 2020, ça faisait 8 ans qu'il y avait l'enquête qui était en cours. Il faut savoir qu'une enquête, si elle continue, ça veut dire qu'il y a des éléments tangibles pour qu'elle continue. Si ils avaient eu rien d'autre comme élément que juste les aveux de Takedine, ils auraient fermé l'enquête depuis bien longtemps. La justice allait se dire: ah, en fait c'est bon, Takedine il est revenu sur ses propos, ça veut dire qu'en fait c'est complètement faux, on arrête l'enquête, c'est bon, Sarkozy est blanchi. Bah, bien sûr que non. Évidemment qu'ils avaient d'autres éléments de preuve pour pouvoir maintenir l'enquête ouverte. Si c'est vraiment le cas, je trouve ça débutant de leur part. Donc voilà, concernant l'affaire de la subornation de témoins, aka l'affaire Opération Sauver Sarko. Ce procès a bel et bien eu lieu du 6 janvier 2025 au 8 avril 2025 au tribunal judiciaire de Paris. Donc le procès il était ouvert au public, il y avait des journalistes qui pouvaient y aller. Il y avait 13 prévenus au total, donc c'est-à-dire qu'il y avait 13 personnes qui étaient reprochées d'avoir commis des crimes. Des personnes du côté libyen, des proches de Sarkozy, des anciens ministres, etc. Et notamment Béchir Saleh dont on a parlé tout à l'heure, vous savez celui qui était à la tête du fonds d'investissement libyen, Alexandre Djouri, Brice Hortefeux, Claude Guéant, Ziad Takedine. Juste pour que vous compreniez bien, Carla Bruni, on est d'accord, elle n'était pas parmi les personnes qui étaient accusées d'avoir fait quelque chose, puisque Carla Bruni, elle est concernée que dans l'enquête Opération Sauver Sarko. Ils étaient presque tous présents. Pour vous récapituler très rapidement pourquoi ils sont tous poursuivis. Grosso modo, ils sont tous poursuivis pour association de malfaiteurs, parce qu'ils se sont tous mis d'accord, là, les 13 personnes, pour commettre un crime. Et quel est le crime? C'est financement illégal de la campagne de Sarkozy, recel de détournement de fonds publics. Et après, voilà, ils ont tous des chefs d'accusation un peu différents. Il y en a, ils en ont 10, il y en a, ils en ont qu'un. Je vais pas du tout tous vous les citer, ce serait bien trop long et compliqué
compliqué, mais grosso modo, c'est ça qui est reproché à ces 13 personnes. Comment s'est passé le procès? Quelle était l'ambiance? Les débats durant les audiences, ils ont été décrits comme parfois très houleux, assez tendus, etc. Dès l'ouverture, la défense, elle a voulu annuler un peu le procès en disant bah non mais il y a la nullité du procès parce que c'est pas le bon tribunal, il y avait des problèmes de procédure. Sarkozy, il a dit que c'était un dossier vide, il a parlé de complot. Alexandre Djouri, un des 13 prévenus, donc personne qui est accusé d'avoir fait ça, il a fait énormément d'interventions, il s'énervait beaucoup. Parfois, il est un peu parti en cacahuète en disant que dans les prisons à Londres, il était tout le temps à poil. Que quelqu'un lui avait soulevé ses testicules droite et gauche, enfin bref, c'était assez lunaire dans la salle d'audience quand il racontait ça. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il était un petit peu excédé de savoir que son collègue disait des trucs comme ça. Mais bref, d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de la femme qui se déguisait en avocate et qui en profitait du coup pour aller s'asseoir à côté des avocats pendant les audiences. Et en fait, elle volait dans les sacoches des autres avocats des billets de 200, de 500, etc. D'ailleurs, c'est assez lunaire que les avocats, ils aillent à l'audience avec 200 € de cash ou 500 € de cash. Mais bref, c'est un autre sujet. Le délibéré du procès a eu lieu le 25 septembre 2025 à 10h. J'ai tout suivi en direct et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avant ça, il y a eu un énorme rebondissement. Ziad Takieddine est décédé le 23 septembre 2025, 2 jours avant le délibéré du procès dans lequel il était poursuivi pour de nombreuses choses. Les raisons officielles de son décès, c'est un arrêt cardiaque, on n'en sait pas plus. Sa poursuite pénale s'est éteinte car on ne peut pas poursuivre pénalement un mort. La décision de la juge a duré 3h30 durant laquelle elle a expliqué les motivations de son jugement parce que c'est vrai qu'il y avait en tout 68 infractions contre les 13 personnes et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un aussi long délai entre la fin des audiences en avril et le délibéré en septembre. Il y a eu plus de 400 pages de délibéré. 3 personnes ont été relaxées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été reconnues coupables. Toutes les autres personnes qui étaient accusées ont été notamment reconnues coupables d'association de malfaiteurs. Brice Hortefeux, il a pris 2 ans de prison aménageable, donc c'est-à-dire qu'il pourra les faire au bracelet électronique. Selon la loi, les peines allant jusqu'à 2 ans de prison peuvent être aménageables directement. Claude Guéant, quant à lui, qui était quand même le directeur du cabinet de Sarkozy, le directeur de sa campagne, c'est-à-dire que c'était lui qui était en charge de faire en sorte que Sarkozy soit élu en 2007, il a bien été condamné à non seulement association de malfaiteurs, mais également usage de faux, blanchiment aggravé, trafic d'influence et corruption passive. Il a donc été condamné à 6 ans de prison ferme et 250 000 € d'amende. Claude Guéant, il est très âgé, mais il est surtout très malade et donc il ne fera sûrement pas sa peine en prison, puisqu'en fait il y a des aménagements de peine pour les personnes qui ont plus de 70 ans et qui sont très malades, ce qui justifierait le fait qu'ils ne soient pas enfermés. De son côté, Béchir Saleh, il a été condamné pour corruption passive à 5 ans de prison et 4 millions d'euros d'amende. Il a un mandat d'arrêt qui a été délivré car il était absent comme il est en fuite. Alexandre Djouri, il a été reconnu coupable de blanchiment aggravé, fraude fiscale, corruption, trafic d'influence actif. Il a été condamné à 6 ans de prison ferme, 3 millions d'euros d'amende avec un mandat de dépôt immédiat et exécution provisoire. Un mandat de dépôt immédiat, ça veut dire que dès qu'on annonce le fait qu'il a été reconnu coupable, les policiers lui ont mis les menottes autour des poignets et il a été immédiatement amené en prison. L'exécution provisoire, ça veut dire que théoriquement quand on fait appel, ça suspend le jugement, tout est rejugé à nouveau dans un nouveau procès en appel. L'exécution provisoire, ça veut dire que même s'il fait appel, il devra aller en prison et y rester jusqu'à l'appel. Nicolas Sarkozy, quant à lui, vous avez sûrement entendu parler de sa condamnation. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen et donc relaxé de corruption passive, recel de détournement de fonds publics libyens et financement illicite de sa campagne électorale. Et Nicolas Sarkozy, il a été condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et exécution provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment expliquer tout ça ? Nicolas Sarkozy, déjà, il n'a pas été reconnu coupable pour corruption ou financement illicite, etc. Le tribunal a estimé qu'il n'avait aucune preuve directe que Nicolas Sarkozy a touché ou a reçu les fonds personnellement et les a utilisés pour sa campagne. Son chef de cabinet, lui, il a été condamné pour ça et ça a d'ailleurs sûrement été considéré comme un échec de la part des procureurs. Au final, Nicolas Sarkozy, il a été condamné que d'avoir conspiré avec d'autres personnes pour commettre un crime. Mais il n'a pas été reconnu coupable d'avoir commis ce crime. Ça veut dire que symboliquement, il
il a été condamné à quelque chose qui est bien moins grave que tout ce qui va être corruption, etc. La présidente du tribunal a rappelé qu'il y avait bien eu des fonds qui ont transité entre la Libye et la France, et elle lui a notamment dit: vous avez préparé une corruption au plus haut niveau possible, d'une gravité exceptionnelle, vous remettez en question la confiance dans les institutions de la République. C'est pas parce qu'il n'a pas été condamné pour financement illégal ou alors corruption, etc. qu'il ne l'a pas fait, c'est juste qu'ils n'ont pas assez d'éléments matériels pour pouvoir le prouver. Après, c'est clair que si l'argent il a été transféré dans des valises en cash comme Ziad Takedine le disait, c'est impossible à retracer. La présidente du tribunal, elle a d'ailleurs expliqué qu'un des articles de Mediapart de 2012 qui évoquait une réunion entre tout le monde et l'évocation du contrat de 50 millions d'euros, il n'a pas été vérifié et c'était donc sûrement un faux. Et qu'on soit bien d'accord, être condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, c'est extrêmement sévère. Elle a aussi sûrement pris en compte le fait que Sarkozy, il en est pas à sa première histoire. Début octobre, il y a la Cour de cassation qui va trancher sur l'affaire Big Malion. Il a déjà pris de la peine de prison ferme pour les affaires des écoutes. Il a encore sûrement le procès de l'affaire de subornation de témoins qui va arriver. Mais ce qui est le plus choquant dans cette peine, c'est qu'elle est avec un mandat de dépôt différé et exécution provisoire. À l'inverse, par exemple, de Alexandre Djouri, il ira pas en prison directement après le procès. Ça va être à peu près dans un petit mois parce qu'en fait elle lui a expliqué qu'il avait été présent à toutes les audiences depuis le début de l'enquête, il avait jamais fait faux bond à la justice par rapport à toute cette histoire, et l'exécution provisoire, ça veut dire que même si Nicolas Sarkozy fait appel, il ira quand même en prison jusqu'à l'appel, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Au moment où elle a déclaré ça, il y a eu des cris dans la salle d'audience de gens qui ont été extrêmement surpris. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Nicolas Sarkozy prenne de la prison ferme. Nicolas Sarkozy va aller en prison et il n'y aura pas d'aménagement de peine. Alors attention, dans un second temps, quand tu vas en prison, après tu peux demander un aménagement de peine, mais ce sera que dans un second temps qu'il pourra faire cette demande. Là, dans un mois, Nicolas Sarkozy ira en prison. Et ça, c'est la première fois depuis la 5e République qu'un président de la République ou un ancien président de la République est condamné à faire de la prison ferme. Je pense que cette peine, elle est aussi sévère parce qu'il y a vraiment une volonté de donner un signal concernant la corruption générale. On est dans un contexte où les citoyens français n'ont plus confiance en leur gouvernement, quels que soient les partis politiques. On ne comprend pas les décisions politiques qui sont prises, on ne comprend pas les mesures économiques qui sont prises, et surtout, on a l'impression qu'on nous ment et qu'on nous prend pour des abrutis. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu l'éclatement de la gauche, l'éclatement de la droite, que les extrêmes se sont énormément renforcés. C'est parce que comme les gens n'ont plus confiance en le gouvernement, ils vont se retrancher vers les personnes qui leur parlent, c'est-à-dire l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté de la part des tribunaux d'envoyer un message à la France en leur disant voilà, les personnes riches au pouvoir, dans la politique, dans les gouvernements, ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi en toute impunité. Et je pense que c'est vraiment pour essayer de petit à petit reconstruire une confiance entre les citoyens et la politique. Alors Nicolas Sarkozy a réagi. J'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits. Sur 3, j'ai été relaxé. La haine n'a donc décidément aucune limite. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Et Carla Bruni a également réagi en mettant un post Instagram en disant que l'amour triomphe. Avec les journalistes, elle a pris le petit embout du micro de Mediapart, l'a arraché et l'a jeté au sol. Nicolas Sarkozy, en sortant du tribunal, il a annoncé qu'il allait faire appel. Au vu de la fermeté de la condamnation, ça m'étonne pas, mais c'est vrai que c'est un pari assez risqué parce que quand tu fais appel, tu remets tout à nouveau en jeu. Tout le procès, il va recommencer de zéro. Et si entre-temps, les procureurs, la police, etc., ils trouvent des preuves concrètes de cette corruption, de ce financement, etc., si ça se trouve, il risque d'être condamné pour les autres chefs d'accusation qui sont beaucoup plus graves, et il risque aussi peut-être d'être condamné à plus d'années de prison. À son arrivée en prison, est-ce que Nicolas Sarkozy sera mélangé avec tous les autres co-détenus? Alors déjà, on sait pas encore dans quelle prison il va être incarcéré. En tant qu'ancien président, il bénéficiera forcément d'un régime de protection renforcé. Et ça, c'est à la prison de le mettre en œuvre. Il sera sûrement isolé dans une cellule à part, il se fera peut-être ses rondes et ses pauses, etc. à part, mais il sera bel et bien en prison. Dans la loi, il n'y a pas de chambres spéciales qui sont prévues avec des grandes suites, etc. Pas à ce que je sache, je sais juste qu'il sera mis en sécurité. Ensuite, il y a des gens qui m'ont demandé, mais il a plus de 70 ans, il pourra très bien ne pas aller en prison par rapport à son âge, etc. Non, c'est pas automatique. Après 70 ans, on sort de prison. La loi Kouchner, elle permet la sortie de prison pour des raisons médicales si l'état de santé est incompatible avec la détention. Donc, il faut, oui, certes, avoir un certain âge, mais surtout avoir des problèmes de santé avancés, comme par exemple Brice Hortefeux.
Après, son âge peut être totalement un argument pour demander l'aménagement de peine dans un second temps. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris un petit peu mieux les enjeux de cette condamnation. C'est vrai que ça a été une enquête très compliquée qui a duré plus de 12 ans. Même si, imaginons, Sarkozy n'a pas reçu d'argent de Kadhafi, c'est vrai que la question qui se pose quand même, c'est pourquoi Kadhafi a été reçu comme un prince à l'Élysée pendant 5 jours alors que c'était une période où il était vraiment catégorisé comme dictateur, et pourquoi quelques années après, Sarkozy s'est retourné contre Kadhafi et pendant la guerre en Libye, il a décidé de le faire éliminer militairement. Il faut juste prendre quelque chose en compte dans cette conclusion. C'était une époque où les partis politiques se sentaient un petit peu tout permis, il y avait beaucoup de magouilles d'argent, il y avait beaucoup de billets sous la table, et aujourd'hui on sent vraiment une volonté d'arrêter tout ça, d'être beaucoup plus clair, et justement de montrer aux Français qu'on peut faire confiance en les hommes politiques et que s'ils ne respectent pas les règles et les lois, ils seront poursuivis et condamnés pour ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si ma vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur les frères Menendez que j'ai adoré faire parce qu'il y a eu un nouveau jugement en août pour savoir si les frères allaient sortir après 35 ans de prison pour le double meurtre de leurs parents. Je vous laisse aller regarder cette vidéo. Gros bisous!